C'était un rêve cette nuit, mais moins un rêve que une histoire de sensation, de discussion, mais c'est pas une discussion comme des fois dans le rêve, on parle, on parle, on parle, c'était pas du discours, c'était la volonté d'exprimer quelque chose. Mais à qui? Je sais plus. Si c'était plusieurs, si c'était un seul, si c'était privé, ou peut-être même, comme je le fais là, tout de suite en répétant devant l'œil noir, on voit une suite de cercles concentriques. C'est très beau, un objectif vu de face, dans l'intérieur. Mais c'est par là qu'on rejoint cet inconnu des autres, qui nous revient par dialogue. Sinon, on le ferait pas. Donc j'expliquais que depuis que je faisais de la vidéo, la difficulté que j'avais à écrire, c'est que la vidéo, pour moi, ça se remplissait depuis le bas. Ne me demandez pas d'expliquer. Et que le texte, en imaginant que je sois devant une page, il fallait que la page se remplisse depuis le bas. C'est quelque chose qui est dans les petits traités de Pascal Quignard, au point que j'ai cherché à le retrouver, et puis tous les bouquins qui sont des bouquins importants, vous pouvez toujours essayer de retrouver un passage. Après, plus moyen de le retrouver. Est-ce que je ne l'ai pas inventé? Est-ce que ça vient peut-être de Lucien Febvre, l'apparition du livre? Non, je pense que c'était dans les petits traités. Il dit que dans l'étymologie de texte, tissu, autour de la Méditerranée, certains textes commençaient à gauche, finissaient à droite, commençaient en haut et allaient vers le bas. Certains textes commençaient du bas et remontaient vers le haut. Et en tout cas, il y avait toujours cette chose alternative. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, soit en descendant, soit en montant, plutôt que des lignes qui repartaient toujours du début comme avec la machine à écrire. Et si je ne me trompe pas, il dit que pendant peut-être un siècle et demi ou 2 siècles, voire plus, il y a eu cette superposition de tous les systèmes avant que ça se stabilise. Alors en recherchant ce passage que je n'ai pas retrouvé, c'est rempli de mystères, ces petits traités. Ligne de droite, ligne de gauche, le texte tranché à coups de hache, à coups de couteau. Là, on est dans les colonnes d'écriture des textes manuscrits. Ça doit être dans ces coins-là. Il dit « Les pages sont des nageoires qui sont symétriquement poussées. Elles sont des images de membres, la différenciation cellulaire, le duel au cœur de la pensée. » Mais je suis tombé, c'est page 425 du folio, sur un autre passage extrêmement qui m'a troublé. On ne sait pas pourquoi, il suffit de 4 lignes qui vous troublent, mais pourquoi on l'aime, notre Quignard, c'est pour ça. Un livre, au premier chef, une relation entre des livres. Au second chef seulement, elle sent qu'il cesse d'être seul, isolé dans l'invisible et dans l'improférable, entre ceux des hommes qui lisent des livres. Fascinant parce que dans une bibliothèque, on ne cesse d'appeler. Il y a Shakespeare, il y a la Bible, il y a Adorno, il y a Hegel, il y a Bergogneau, il y a Kafka, et ainsi de suite, les Blanchot, les Agamben, et puis les Deleuze. Et quand on se parle de l'un à l'autre, y compris dans ce qui nous relie avec l'œil noir, eh bien, c'est parce que l'autre, lui aussi, a les mêmes livres. Et ce qu'on cherche dans les livres, c'est ceux qui nous parlent, comment Deleuze nous parle de Bartleby, ou que Agamben aussi nous parle de Bartleby, et que moi, j'ai réécrit ou je retraduis mon Bartleby. Et Quignard, comme s'il se retranchait derrière nous pour nous renvoyer dans cette relation au livre. Et il dit que les livres s'échangent de livre à livre, indépendamment presque de nous-mêmes, que chaque livre est une relation entre les livres. C'est bien ça ce qu'il dit. Un livre, au premier chef, une relation entre des livres. Et puis il ajoute un deuxième truc, ensuite, isolé, entre ceux des hommes qui lisent des livres. Et c'est là où ça renvoyait avec deux choses bizarres et fortes cette semaine. J'étais à Argenteuil, c'est que le vendredi matin, je suis 2 classes de seconde. La première, c'est une classe de seconde professionnelle. J'y m'y suis vraiment attaché parce que les textes qui en sortent sont exceptionnels. Simplement,
J'arrive pas à ce que ce soit tout le groupe, toute la classe qui arrive à écrire en même temps. On les prend par demi-groupes, 8 à 9, 9 à 10. Et là, les premiers qu'on voyait, de 8 à 9, n'avaient pas cours de 9 à 10. Résultat, bon, ils avaient séché, on n'en avait que 3. Les 3 qui avaient fait l'effort de venir, se découvrant 3, 2 filles, un garçon, se disaient... C'est un petit peu injuste que nous, on bosse et pas les autres. Alors on s'était mis à une petite table, tous les 4. Ce qui a été étrange, c'est que dans ce souhait qu'ils avaient de ne pas se mettre au travail, parce qu'on est d'individu à individu, on n'est plus dans la médiation du groupe. Alors ça, en école d'art, c'est possible, on travaille beaucoup en rendez-vous individuel. Et là, pendant plus d'une demi-heure, mon problème, c'est que je n'arrivais pas à attraper leurs yeux. Quelquefois, ça peut être en situation de soins, dans le monde psychiatrique, ces yeux qui, même s'ils sont face à vous, échappent. Là, évidemment, on était avec des ados, au contraire, pleinement forts. Des fois, c'est troublant aussi, parce que je ne te regarde pas qui tu es. Et on en prend dans la gueule, on est dans le post-colonialisme, de quel droit je resitue encore ce truc, le vieux prof, il est blond... Bon, c'était pas ça non plus. C'était plus simple que ça. Plus simple parce que ça n'empêche pas qu'entre nous, il y a une confiance. Ça remettait pas en cause la confiance. Simplement, j'avais pas le regard. Toujours, il était de côté. À la fin, comme j'ai bien compris qu'on n'allait pas écrire, j'ai simplement commencé à monologuer, moi aussi, sans regarder leurs yeux, sans chercher à ce que la parole soit un appel. Et je me suis mis juste à parler un petit peu de pourquoi qu'est-ce que je trouvais à ces ateliers d'écriture, qu'est-ce que je recevais de ces ateliers d'écriture sur des questions que je ne pouvais pas trancher. J'ai parlé des recherches sur le cerveau, des choses fossiles dans le cerveau, développement des hémisphères cérébraux, le rapport à la vision, ces choses fossiles, des petits bébés qui ont le réflexe préhensile du pied encore jusqu'à 18 mois, alors que ça fait 6 millions d'années que des bestioles qui nous ont forgés sont descendus des arbres. Et j'ai vu qu'en parlant de ça, du cerveau, c'est pas qu'ils me regardaient, c'est que l'attention était là, et que le regard venait vers moi parce que moi je ne les regardais plus. Ça n'a pas duré longtemps, quelques minutes, mais tous les textes dans une espèce de carton finit par se déformer. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est du livre, quel genre de mémoire ça définit. Évidemment, après je les recopie à l'ordinateur, mais ça, c'est le dépôt principal. Ça, ce serait un texte du refus d'écriture. Quelquefois, 2 phrases suffisent et on les garde. C'est celui-ci. Sur cette histoire de regard et comment j'étais troublé encore à 3 jours après de cette situation où avoir été pendant plus d'une demi-heure sans pouvoir capter un regard, même s'il n'y avait rien d'inamical, même s'il n'y avait rien de révolte dans le non-croisé de regard, et comment j'ai pu être déboussolé, et comment depuis 3 nuits cette impossibilité ce refus de donner le regard m'avait troublé dans mon rapport aux autres. Et le texte qui est venu exactement 1 heure après, c'est encore une histoire de regard. C'était pendant les vacances de février. J'étais tranquillement en train de jouer au foot, puis un de mes amis a lancé une idée pour s'amuser. On s'est donc dirigés tous ensemble avec mes amis. On était une dizaine vers une supérette. On est entré dedans. On s'est tous dirigés vers des rayons différents. Instantanément, le gérant de la supérette est sorti de la caisse, inquiet pour ce que nous mijotions. Très rapidement, on s'était tous volatilisés vers la sortie. Au moment de partir, à la porte d'entrée, mon regard et celui du gérant se sont croisés. Il avait l'air anéanti, triste, et en s'enfuyant dans ma course, j'ai repensé à son regard. Il y avait l'impression
que mon cerveau n'était plus dans ma tête, mais loin, très loin. Une fois rentré chez moi, j'ai regardé ce que j'avais pris sur mon lit. Cette sensation m'a repris. Il y avait un peu de remords. Vie à vie, V-I-T-A-V-I-T, vie à vie de ma mère et du gérant. De ma mère et du gérant. J'avais un peu de remords vie à vie de ma mère et du gérant. Je m'étais dit que je parlerais pas des livres, que j'aurais le côté écran de nuit pour parler des livres. C'est pour ça que j'avais ressorti aussi les petits traités de Pascal Quignard. Mais quand on lit un livre, c'est bizarre. Le livre est sur votre table, et puis on anticipe la lecture avec des choses qui vous reviennent de comment vous l'avez déjà lu, ce livre. J'aime bien que sur l'idée de 8-10 minutes dans ces carnets, on puisse avoir une suite de 5 histoires, 5 micro-histoires. C'est pas encore défini, mais pour moi l'enjeu c'est aussi de casser le monologue de 10 minutes en fabriquant des unités de récit bien plus brèves. Si en 10 minutes j'ai 5 histoires, quelque chose d'autre va se passer dans la relation que je vais avoir avec l'œil noir. Parce que c'est pas, on regarde pas un trou, on regarde, je sais pas combien il y a de lentilles là-dedans dans ces petits trucs de 24 mm focale fixe, mais moi je vois une suite de sphères, qui s'enfoncent vers un point que je peux traverser. C'est peut-être ça qui me permet aussi cette intimité du jeu avec l'autre que je ne connais pas, mais quand je suis devant. Juste là, sur mon étagère, c'est cette petite chose, c'est en cuir, et quand on ouvre le truc de cuir, il y a une loupe. Je sais pas ce que ça fait si je pose la loupe devant le truc. Tiens, je vais remettre l'autofocus. L'autofocus grogne, donc en général je l'enlève. Qu'est-ce que ça fait si... Bon, je me souviens de mon grand-père, il est mort en 1973. Il y voyait mal, c'est quelque chose d'un peu congénital. L'important pour lui dans la relation au livre, c'était toujours avec cette loupe. La loupe était ce qui lui permettait d'entrer encore dans la relation à l'avancée linéaire des lignes et pouvoir lire. J'ai pas ce problème-là, moi j'enlève mes machins et je lis de très près, mais j'arrive à ce rapport sans ce truc intermédiaire. Il était plus vieux que moi quand il est mort, donc peut-être que je vais... Ma mère a jamais eu ce problème. Même maintenant, c'est bizarre parce qu'il y a plus rien avec l'Alzheimer, mais dans ces choses qui restent, il y a la capacité d'apercevoir même des signes écrits qu'elle n'arrive pas à recomposer en mots, mais ces petits signes écrits, une syllabe, une lettre, elle arrive à les distinguer de très très loin alors qu'elle n'est plus capable de gérer ses lunettes et donc elles sont perdues dans la maison de retraite, en tout cas elles ont disparu. Mais cette petite loupe, quand on a vidé son appartement, elle l'avait sur sa table de chevet, alors qu'elle n'en avait pas besoin. Elle avait gardé la petite loupe de son père, et je crois que c'est le seul objet de son père que j'ai retrouvé juste à côté de chez elle. L'autre jour, je lui avais apporté, mais elle l'a pas reconnu, ça lui a rien fait. Ben moi, je l'ai gardé. Ça a quelque chose à voir dans ces carnets? Oui, je sais pas.